Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de me rejoindre pour une conversation avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent, auteure de La gloire de Notre-Dame, sous-titré La foi et le pouvoir, publié chez Gallimard, dans la bibliothèque illustrée des histoires. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, vous êtes quelqu'un avec qui on peut plonger profondément dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire de l'architecture, pas seulement dans l'histoire religieuse, pas seulement dans l'histoire politique, mais dans l'ensemble de ces histoires et de la manière dont elles se compénètrent. Mais je voudrais, pour le moment, vous interroger. Vous en faites, c'est d'ailleurs le début et la fin de votre livre, vous en faites un récit, j'allais dire presque digne d'Agatha Christie, en tout cas disons de Séverine, la journaliste, la première femme journaliste réputée, l'incendie. 15 avril 2019, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir quelle est la cause? Est-ce qu'on peut le savoir et le dire, ou est-ce qu'on peut le savoir et qu'on ne peut pas le dire pour des raisons diplomatico-politiques? Et comment cet incendie est-il pris en charge, autrement que sur le plan que par les pompiers? Comment cet incendie est-il pris en charge? Alors, l'incendie de Notre-Dame de Paris est soudain et violent. Il intervient lors d'une célébration le 15 avril 2019 à Notre-Dame de Paris. Il part de la toiture, exactement. Il commence au bas de la flèche, qui est alors échafaudée pour une restauration qui est en cours. Le feu se développe très rapidement, mais le premier départ de feu qui est signalé par l'alarme n'est pas pris au sérieux parce que, pour des raisons de très mauvaise organisation, on le pense déclenché dans la charpente de la sacristie, alors qu'il s'agit de la charpente de la grande nef. Et donc, lorsqu'on monte voir, on ne voit pas de feu. Et donc, il y a une première évacuation des fidèles qu'on fait rentrer à nouveau dans la cathédrale, et pendant ce temps-là, le feu se développe à l'insu de tout le monde. Puis finalement, on va voir au bon endroit, mais à ce moment-là, le feu a pris une telle ampleur qu'il est impossible de sauver la charpente. Et donc, c'est la deuxième évacuation, cette fois-ci définitive, des fidèles. Et donc démarre la lutte contre l'incendie. Enfin, pas tout de suite, parce que, comme un malheur n'arrive jamais seul, on n'a pas vu le vrai départ de feu. On a déjà perdu du temps, mais c'est pas suffisant parce que les pompiers n'arrivent pas très vite. Il y a de grands encombrements à cette époque-là. C'est la fin de l'après-midi à Paris, dans le centre de Paris. Et enfin, lorsqu'ils arrivent, ils n'ont pas les bons instruments pour attaquer la cathédrale, qui est, je le rappelle, particulièrement haute. Et donc, ils n'ont pas les bonnes échelles. Il faut faire venir un camion de Versailles pour qu'on ait enfin le moyen d'attaquer le feu. Donc, pendant ce temps-là, les pouvoirs publics réagissent extrêmement rapidement, et les médias suivent cette réaction. Qu'est-ce qui se passe? C'est le soir où tout le monde attend, il y a des éditions spéciales partout, sur toutes les chaînes, la réponse du président de la République à la crise des Gilets jaunes. On annonce un discours programme, et donc il y a des éditions spéciales sur toutes les chaînes avec des experts des crises politiques convoqués. Et là-dessus, le président de la République, apprenant l'incendie, réalisant, parce qu'il a quand même du sens politique, que c'est un événement qui concerne le chef de l'État, finalement, annule précipitamment son discours et se précipite sur le parvis de Notre-Dame, entouré de tout son gouvernement, et où le rejoint l'archevêque de Paris et ses prélats. Et du coup, les télévisions prises de court, mais qui ont des envoyés spéciaux présents, des caméras disponibles, etc., tournent Kazakh à leur tour et envoient leurs équipes filmer le président, ses déclarations. Et l'édition spéciale Gilets jaunes se transforme en édition spéciale Notre-Dame de Paris. Alors, ça nécessite un changement d'experts. Pendant ce temps-là, les experts des crises
parlent sur Notre-Dame, on leur demande d'occuper le temps, et on récupère, on rameute des experts des incendies, des patrimoines, des cathédrales, de religieux, etc. Enfin bon. Et on cherche Stéphane Bern, puisque c'est quand même l'homme du patrimoine en péril. Et d'ailleurs, on le trouve, il est en reportage, et il prend la parole, et avec sa capacité émotive bien connue, et donc il contribue à la mobilisation populaire qui commence immédiatement. C'est-à-dire, il y a les premières cagnottes en ligne s'ouvrent spontanément. Le vice-président de la Fondation du patrimoine, appelé sur les plateaux, appelle à une collecte nationale, et ceci avant que le président de la République lui-même n'appelle à une collecte solennelle, alors pour le coup, qui sera créée par la loi avec un régime fiscal privilégié. Tout ça en espace d'une ou 2 heures. Et pendant ce temps-là, la question brûlante pour tout le monde, c'est la cathédrale va-t-elle tomber ou non ? Voilà. Et donc, parce que, alors entre-temps, la nuit est tombée, ce qui offre une merveilleuse perspective aux caméras, pas seulement celle de la télévision nationale, parce que très rapidement, les télévisions du monde entier s'intéressent au sujet, parce que cette fois-ci, l'incendie, qui encore une fois est spectaculaire, c'est un brasier gigantesque, situé en hauteur, se développe cette fois-ci sur la nuit, et donc il devient particulièrement esthétique, ce qui est important pour la télévision. Et donc, pensant de l'autre côté du monde, aux États-Unis, par exemple, les Américains se réveillent. C'est le jour, c'est le matin en Amérique, mais l'incendie est montré par les télévisions américaines sur fond nocturne. Donc voilà, donc le président Trump interrompt un voyage officiel pour improviser une conférence où il donne des conseils aux pompiers pour lutter contre le feu, de lâcher de l'eau depuis le ciel. Évidemment, les pompiers ne le font pas, parce que ce n'est pas vraiment la bonne solution, mais voilà. Il y a un communiqué pour une presse là-dessus, dit que c'est le sanctuaire majeur de la chrétienté, mais aussi le plus grand musée du monde, et d'ailleurs commence à poser ses hypothèses sur l'origine de l'incendie en disant « on dit que c'est accidentel, espérons que ça le soit ». Bon, ce qui est une indication claire qu'il n'y croit pas à la thèse accidentelle. Est-ce la raison pour laquelle le procureur de Paris éprouve le besoin, alors que l'incendie est toujours en cours, de donner son diagnostic sur le sujet et d'affirmer que l'origine criminelle de l'incendie est déjà écartée, ce qui est quand même étonnant, puisque l'incendie est en cours, aucune constatation ne peut être faite sur ses origines. Enfin, le fait est qu'il fait un communiqué à la presse là-dessus, qui immédiatement déclenche d'ailleurs la suspicion, parce que les gens se disent, si le pouvoir dit ça, c'est que c'est pas vrai. Donc, s'installe immédiatement... aidé par toutes ces manifestations, l'idée que peut-être serait autre chose, et en particulier un attentat terroriste qui est, dans l'ambiance de l'époque, tout à fait envisageable, puisqu'il y a eu des attentats terroristes contre des églises et contre des prêtres, y compris un projet d'attentat terroriste contre Notre-Dame de Paris qui a été déjoué avant qu'il soit mis en œuvre. Donc c'est une ambiance qui favorise cette thèse. Enfin, le grand sujet pour tout le monde, c'est encore une fois le sauvetage de la cathédrale, où les pompiers, finalement rameutés, prennent des risques extraordinaires, suspendus dans les airs de façon improbable, avec de toutes petites lances à eau qui paraissent minuscules face au brasier. Et tout de suite s'installe une inquiétude majeure, qui est que le feu est en train de gagner les tours de la façade, et notamment là où se trouvent les grands bourdons, les cloches monumentales, et que si les beffrois, c'est-à-dire les appareils de bois qui isolent les cloches des murs pour empêcher que la vibration des cloches ébranle les murs, mais qui sont en bois, s'ils brûlent, ils s'écroulent, les cloches avec, et les tours avec, et peut-être la cathédrale avec. Voilà. Donc, voilà, ce suspense a été très bien ensuite montré dans le film Catastrophe, à la fois miraculeuse et catastrophe de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, les risques insensés pris par les pompiers, que le général des pompiers fait remonter, il avait fait descendre des pompiers des beffrois, pensant qu'ils prenaient des risques excessifs pour leur santé. Il les fait remonter pour sauver la cathédrale, prenant une décision difficile pour laquelle il consulte le président de la République, chef des armées, puisque les pompiers de Paris sont des militaires. Le président de la République le laisse décider, et finalement, il prend le risque de renvoyer ces pompiers qui remontent au risque de leur vie. Bon. Et puis finalement, le vent se renverse et le danger s'éloigne. Et dans les petites heures du matin, le général commandant le corps des pompiers annonce que la cathédrale est sauvée. Mais c'est dans les petites heures du matin, beaucoup de gens sont allés se coucher avec encore l'angoisse au cœur. Mais dans le film de Jean-Jacques Hano, on voit la petite fille qui a mis
un cierge à la Vierge de Claudel pour faire le vœu que la Vierge sauve sa cathédrale. Elle est toujours éveillée, n'est-ce pas, devant sa télévision. Sa mère s'est endormie, mais elle, la Vierge sage, la mère, qui n'est plus vierge, mais en tout cas pas vierge sage, s'est endormie, mais la petite fille, elle veille et n'éteint sa télévision, va se coucher que quand sa cathédrale est sauvée. Sauvée par quoi? Sauvée par la Vierge. C'est la thèse de Jean-Jacques Hano. Voilà. Donc, c'est déjà en soi une saga extraordinaire qui a mobilisé, qui a fasciné le monde et qui va fournir ensuite à la presse écrite un trésor d'images spectaculaires qui va occuper les unes du monde entier pendant plusieurs semaines et qui ensuite les livre, bien sûr, parce que l'un des premiers effets artistiques de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est de réveiller l'édition. Voilà, donc Notre-Dame de Paris redevient un phénomène éditorial, un phénomène artistique et aussi un phénomène médiatique, puisque le hashtag sur Notre-Dame de Paris devient, pendant la nuit de l'incendie, le hashtag le plus fréquenté du monde. Voilà. Et bien sûr, le formidable élan de générosité, un élan extraordinaire. Il y a 150 pays qui ont donné, mais surtout, ça rapporte une somme faramineuse supérieure à toutes les collectes précédentes sur les catastrophes. C'est-à-dire, les gens se sont beaucoup plus mobilisés pour financer la restauration de Notre-Dame qu'ils ne l'ont fait, par exemple, pour réparer les dégâts des terribles tsunami d'asiatique, alors qu'il n'y a eu aucun mort à Notre-Dame de Paris. C'est un incendie spectaculaire, mais le comparer... Alors, les Américains, eux, l'aspect de l'incendie leur fait tout de suite penser à l'écroulement des 2 tours du World Trade Center. Ils vont faire d'ailleurs un parallèle implicite entre les deux. Donc, le World Trade Center, c'est un attentat, donc... ça conforte la thèse de Trump, mais ça va réveiller une espèce de traumatisme américain qui explique d'ailleurs le formidable intérêt de l'Amérique pour cela, parce qu'ils ont l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu, mais de façon beaucoup plus dramatique, parce qu'encore une fois, il y a eu des blessés, mais parmi les sauveteurs, mais pas de morts à Notre-Dame de Paris. Une catastrophe patrimoniale, mais pas humaine. Voilà. Donc voilà, c'est cet événement en direct devant les caméras du monde avec une passion mondiale qui fait penser tout à fait à la théorie développée par Pierre Nora avant les lieux de mémoire, qui est celle de l'événement monstre, n'est-ce pas? Donc l'incendie de Notre-Dame de Paris rentre dans la catégorie des événements majeurs suivis par le monde entier en direct, dont les gens se disent, voilà, j'étais là. Comme alors des choses aussi différentes que le premier pas de l'homme sur la Lune, l'assassinat de John Kennedy. Voilà, l'assassinat de John Kennedy, l'enterrement, le service solennel à Notre-Dame du général de Gaulle, mais aussi la mort de Marilyn. Enfin bon, donc cette catégorie tout à fait hétéroclite, mais enfin qui ajoute à la gloire de Notre-Dame, qui était déjà pas mal soutenue par toutes les formes d'expression humaine, mais là, qui va lui ajouter une dimension supplémentaire, qui la projette dans le XXIe siècle, qui en fait une gloire catholique. Voilà, je ne suis pas complètement sûr de ce raisonnement de Pierre Nora, parce que ça ajoute, non, ça révèle l'importance que Notre-Dame... Nous ne savions pas, nous savions que Notre-Dame était connue parce que Victor Hugo, parce que le comédie musicale, parce que le caractère de plus en plus touristique de la ville de Paris, etc. Mais connue à ce point que 150 pays contribuent, que la secousse émotionnelle se manifeste par ces innombrables messages sur le hashtag Notre-Dame dont vous parliez à l'instant. Il me semble que ça a été, enfin en tout cas je fais partie de ceux qui l'ont découvert à cette occasion, quand on découvert l'importance. Mais peu importe. Vous avez raison, c'est une révélation. Mais l'incendie lui-même est à l'origine de cette révélation, avec son caractère d'événement en direct devant les télévisions, parce que c'est ça la description par Nora, que ce qui se passe dans un monde médiatisé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne crée pas l'événement, il le révèle, mais il lui donne une nouvelle jeunesse, j'allais dire. Et il va d'ailleurs avoir ses propres conséquences, à mon avis, sur l'idée que les Français se font de Notre-Dame, les Français et les autres, mais surtout les Français. Et par ailleurs, il faut mentionner aussi par les étonnements,
la mobilisation immédiate de toutes les religions et de tous les chefs religieux, et aussi l'intérêt de pays extrêmement éloignés, comme à côté des déclarations de Trump, il y a la prise de position rapide de Xi Jinping, autre grand spécialiste du soft power, et qui propose, ce qui est quand même original, l'expertise chinoise pour la restauration. Voilà. Ce sera poliment accepté par Macron en visite officielle en Chine, enfin qui montre que c'est vraiment un événement pour que l'homme puissant de la Chine s'intéresse à ça. Je sais bien qu'ils ont un intérêt particulier pour la France, mais quand même, ça révèle la puissance médiatique, la force de l'événement dont tous les grands politiques s'emparent. Sauf le pape. Qui reste étrangement distant vis-à-vis de cela, puisque, en gros, il ne parle que de la tristesse des Français auxquels il pense, mais parce que les Français sont réunis sur la place Saint-Pierre, qui ne propose pas l'aide du Vatican, il n'y aura pas d'aide du Vatican, et qui a décidé de ne pas venir à la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre. Ce qu'on n'en explique pas, parce qu'il n'a donné aucune explication, il s'est borné à dire « non, je n'irai pas à Paris, non, je n'irai pas à Paris ». Alors moi, avec mon obsession sur... mon intérêt particulier sur les relations entre la papauté et Notre-Dame de Paris, je pense qu'il peut y avoir de multiples raisons, dont les divergences très fortes sur un certain nombre de projets de loi ou de modifications constitutionnelles qui fâchent profondément le Vatican en ce moment, la loi sur la fin de vie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la PMA, etc. Mais aussi le fait que le Vatican a une très longue mémoire et qu'en plus le pape est un jésuite. Et que donc les jésuites ayant été expulsés de France assez tôt, n'est-ce pas? C'est la France qui a lancé le mouvement d'expulsion des jésuites. Donc il est quand même probable que la sympathie n'est pas naturelle entre ce pape et Notre-Dame de Paris. Et le fait est que les deux papes qui sont venus à l'époque moderne et de leur propre chef, ne parlons pas du pape de l'époque Napoléon, à Notre-Dame de Paris, c'est le pape polonais Jean-Paul II, naturellement très francophile, et Benoît XVI, qui est un grand théologien et qui, à cause de sa formation théologienne très ancienne, connaît l'importance intellectuelle de Notre-Dame de Paris dans la théologie justement chrétienne. Et donc, sinon, on n'a pas beaucoup vu de pape à Notre-Dame. Alors, vous parliez des conséquences sur les Français, sur le monde en général, mais particulièrement sur les Français. À quoi pensiez-vous ? Je pense que, d'abord, comme vous le dites très bien, les Français ont réalisé que leur cathédrale nationale, qui est un peu une cathédrale royale et nationale, donc un peu parisienne, donc c'est l'opinion des Français de province sur Paris quand même. Bon, donc certes, c'était la cathédrale de Paris, mais enfin bon, c'est pas forcément leur cathédrale. D'abord, par mimétisme ou par fierté, le raisonnement, la résonance mondiale et la mobilisation mondiale, et aussi française, parce qu'il y a eu énormément de donateurs et de petits donateurs, fait qu'ils se sont reconnus dans cette cathédrale comme sans doute jamais auparavant. Voilà. Et puis parce que, mais enfin ça c'est une interprétation un peu psychologique, je pense que cette cathédrale était majestueuse, était admirée, était respectée, mais finalement, il lui était arrivé rien de grave jusque-là. Et donc, l'attachement qu'on a pour les gens en danger, pour les gens malades, pour les gens qui ont souffert et qu'on a soignés, qu'on a consolés, n'existait pas, finalement. Jamais aucun incendie à Notre-Dame de Paris. Épargnée quand même aussi bien par la tourmente des guerres de religion que pour l'essentiel, par la Révolution. Donc, elle n'avait jamais été malheureuse. Maintenant, c'est une cathédrale qui a été souffrante, qu'on a donc soignée, que l'ensemble des Français ont guéri. L'ensemble des Français a contribué à la collecte de déchets pour la réparation de la charpente. Donc, il y a un peu de chaque Français, et notamment des villages et des campagnes, dans la nouvelle charpente. Et donc, ils se sont appropriés cette cathédrale et ils s'en sont rapprochés. Et par ailleurs, il manquait... cette cathédrale était glorieuse, mais pas souffrante. Elle n'avait pas subi de martyrs, elle l'a eu. Et en plus... ça a été dit d'ailleurs par certains membres du clergé, au fond, son sauvetage s'apparente au miracle. Et donc, il lui manquait un miracle, et voilà, celle-là, elle l'a. Et en plus, comme au fond, on ne sait pas très bien d'où vient ce miracle, donc elle est à la fois miraculée
et miraculeuse. Et donc, tout ça complète la gloire de Notre-Dame d'une façon, voilà. Et alors, j'ajoute que, alors, d'un point de vue plus objectif, les énormes moyens qu'ont permis la générosité publique et la générosité de quelques grands donateurs, il faut rappeler qu'une grosse partie des dons sont venus de 5 ou 6 grands donateurs, dont des fondations, des grandes entreprises comme Bouygues, mais la fondation de Marc de la Charrière, la fondation Pinault, la fondation Arnaud, entre autres. Cette générosité extraordinaire a permis de mettre des moyens considérables, à la fois en hommes, en capacité, mobiliser tous les meilleurs artisans de France, mais aussi les scientifiques. Le CNRS a réuni 9 équipes différentes de scientifiques pour étudier la cathédrale, l'incendie, ses suites. Et donc, on fait progresser de façon extraordinaire la connaissance, non seulement sur la cathédrale, qu'on n'a jamais pu vraiment examiner parce que trop célèbre, trop occupée, trop importante, on n'a pas pu la mobiliser pour une meilleure connaissance de son histoire et de sa préhistoire, mais aussi des appareils scientifiques extraordinaires pour progresser dans la connaissance de l'architecture gothique. C'est pour ça que c'est aussi un chantier-école, le 3e du nom à Notre-Dame de Paris, mais alors pour le coup pour l'accumulation des données scientifiques. Et c'est pour ça aussi que dans la grande querelle sur des anciens et des modernes, sur fallait-il restituer intégralement la cathédrale, partie des anciens, ou plutôt y imprimer la marque de l'art contemporain, partie des modernes, finalement, la modernité de la restauration de la cathédrale, c'est d'en avoir fait cette cathédrale de données que tout le monde maintenant va admirer, et d'avoir mobilisé la science à un point inouï jusque-là. Ce qui est, à mon avis, aussi important que d'y avoir fait un geste contemporain, dont d'ailleurs le peuple ne voulait pas. Est-ce qu'on a définitivement effacé l'idée d'une origine criminelle ? Alors, c'est très embarrassant parce que depuis 5 ans, des juges d'instruction mènent des enquêtes successives. Le dernier état de ce que moi je sais sur cette affaire, l'origine de l'incendie, c'est ce qui a été publié par le dernier rapport disponible de la Cour des comptes, à la date où je vous parle, qui est celui d'il y a 2 ans, puisqu'il y a un rapport de la Cour des comptes tous les 2 ans. Et ce rapport contient l'état des lieux judiciaires à l'époque, où les juges d'instruction relançaient de nouvelles enquêtes, et où leur rapport disait qu'aucune piste n'était définitivement écartée, mais que la piste accidentelle restait la piste privilégiée. Alors ça, c'est criminalité contre accidentalité. Bon, personnellement, je pense que le fait qu'on n'ait pas trouvé d'accélérateur, ce qui a été dit très vite par les premières constatations des pompiers, règle le problème de l'origine criminelle. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'origine criminelle. En revanche, ce qui reste complètement ouvert, et je pense qu'il restera ouvert définitivement, c'est d'où vient l'accident. Voilà. Alors, il y a 2 thèses principales. La thèse de l'accident... Alors, la thèse, en tout cas, la thèse majeure, c'est que c'est un accident électrique qui a provoqué l'incendie, ce qui est assez fréquent dans les chantiers de restauration. J'en ai vécu quelques-uns. Mais d'où vient l'accident électrique? Alors, il y a 2 thèses principales. Tout ça s'est développé à la base de la flèche. Donc, est-ce que c'est l'échafaudage de la flèche, ou est-ce que c'est les cloches qui sonnaient pendant la célébration et qui ont sonné pendant l'incendie? Est-ce que c'est l'incident électrique s'est produit dans l'appareil des cloches de la charpente, ou est-ce qu'il s'est produit dans l'échafaudage? Alors, selon le cas, le responsable, c'est l'entreprise d'échafaudage. Derrière l'entreprise d'échafaudage, qui est une petite entreprise, il y a de puissantes assurances. Je rappelle que les dégâts, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et derrière l'incendie sur les cloches, il y a 2 co-responsables. C'est l'État, c'est le clergé qui a demandé l'installation de ces cloches dans la charpente contre l'avis initial du service des monuments historiques, et l'État qui a autorisé cette installation qui devait être provisoire et qui était encore en place au moment de l'incendie. Je pense, compte tenu des enjeux en présence, que personne n'a vraiment intérêt à avoir la réponse définitive. Et donc, on ne l'aura pas, ce qui continuera de nourrir la thèse complotiste, parce que, faute de conclusion judiciaire, ça laisse ouvert
ça laisse ouvertes toutes les perspectives et tous les soupçons. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, je vous remercie. Nous nous retrouverons pour aborder la question de la restauration et des différentes querelles, on peut dire, qu'il y a pu y avoir autour de cette restauration.